Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, soyez notre voix. Dites au monde que nous ne sommes pas en prison pour rien. Ces mots, ce sont ceux de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix en 2023. Cette journaliste est militante pour l'abolition de la peine de mort en Iran et notre rôle modèle du jour. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. Elle est avec nous en plateau aujourd'hui. Isabelle Rouen, bonjour. Bonjour Philippine. On est toujours aussi ravis de vous revoir. Quel est le métier du futur dont vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de l'éthicien ou de l'éthicienne de l'intelligence artificielle. On en parle dans un instant. Mais d'abord, lancée il y a 4 ans, la start-up nantaise Les Mini-Mondes décline l'histoire des Duchemin en jouets écolo et en magazine. Et elle a très récemment sorti aussi son dessin animé sur la famille d'explorateurs. Et on en parle avec son cofondateur Quentin Horry. Bonjour Quentin. Bonjour. Co-fondateur des Mini-Mondes, vous allez nous parler de cette aventure entrepreneuriale un peu exceptionnelle et notamment de cette nouveauté, ce dessin animé dans un instant. D'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur Narges Mohammadi. Le 6 octobre dernier, la journaliste et militante iranienne de 51 ans a été désignée prix Nobel de la paix. Une annonce qu'elle a accueillie depuis sa prison de Téhéran, en Iran, où elle est incarcérée pour activisme. On découvre aujourd'hui son portrait avec Xavier Terrade. Women, life, freedom. Femmes, vie, liberté. To award the Nobel Peace Prize for 2023. Le prix Nobel de la paix 2023 est attribué à Narges Mohammadi pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et son combat pour promouvoir les droits humains et la paix pour tous. To promote human rights and freedom for all. C'est depuis une prison de la République islamique que la journaliste de 51 ans a appris la nouvelle le 6 octobre 2023. La famille de Narges Mohammadi a salué un moment historique et important pour la lutte pour la liberté en Iran et a dédié ce prix à l'ensemble des Iraniens et en particulier aux femmes et aux filles iraniennes qui ont inspiré le monde entier par leur courage et leur combat pour la liberté et l'égalité. Emmanuel Macron s'est réjoui de ce choix très fort pour une combattante de la liberté en détention à Téhéran. La décision du comité n'a en revanche sans surprise pas plu en Iran. En 2016, la militante iranienne y a été condamnée à 16 années de prison pour son activisme en faveur des droits humains, une peine qui a été allongée en août 2023. Le mois suivant, la vice-présidente de l'association Defenders of Human Rights Center avait brûlé son voile dans la cour de la prison d'Evin à Téhéran, 1 an après la mort d'une étudiante iranienne d'origine kurde qui avait été arrêtée pour port de vêtements inappropriés. Incarcérée, Narges Mohammadi n'a pas vu ses enfants depuis 8 ans. Ils vivent en France avec son mari, loin de leur maman. Ce prix Nobel leur apportera peut-être une source d'espoir. Des jouets qui cartonnent, une conscience écologique et pédagogique aussi. Et puis elle est ancrée tout ça au cœur de leur entreprise. Un dessin animé aussi qui s'appelle Les Mini-Mondes aussi. On va le découvrir dans la première partie du talk tout de suite. Et aujourd'hui à nos côtés pour en parler, son cofondateur Quentin Horry. Alors si je dois présenter rapidement Les Mini-Mondes, Quentin, vous me dites, si je me trompe, c'est une entreprise française basée à Nantes où vous êtes actuellement, qui emmène les enfants dans des voyages imaginaires grâce à des magazines très connus des petits et des familles. Vous introduisez notamment tous les mois un nouveau pays aux enfants en leur faisant découvrir des aspects ludiques, essentiels de chaque culture aussi, tels que les traditions, la cuisine, les monuments emblématiques et la faune locale. Rien que ça. Vous êtes aussi les inventeurs de la famille Duchemin et des jouets en plastique recyclé. C'est un carton depuis vos débuts. Comment vous expliquez, Quentin, première question peut-être pour commencer, ce succès fulgurant des Mini-Mondes ? C'est gentil, merci pour l'intro. Je sais pas, en tout cas je pense qu'on a rencontré 200 parents quand on a eu l'idée de créer cette aventure et les retours étaient tous les mêmes. On a envie de voir des héros qui parlent de valeurs beaucoup plus d'actualité, exitent les histoires genrées, princesses, pompiers, bricoleurs. Et donc nos petits héros qui font le tour du monde à bord de leur van, je pense que c'est une histoire qui parle aux nouvelles générations de familles. Et puis le fait qu'il y ait une cohérence derrière dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire dans des produits qui sont bien fabriqués, le plus près possible de chez nous, avec des matières innovantes, etc. Je pense que cette cohérence et ce bon sens-là que recherchent aujourd'hui les familles, et je pense que c'est pour ça qu'elles sont au rendez-vous, en partie. Vous-même un voyageur dans l'âme, Quentin ?
Très peu. C'est assez marrant. Moi, je suis en duo avec Marine sur l'aventure et maintenant on est une quinzaine chez les Mini-Mondes. Marine est vraiment une globe-trotteuse. Elle a quasiment 2 tours du monde, je crois, à son actif. Moi, beaucoup moins. Et pour autant, je pense qu'on se retrouve sur cette conviction qui est de dire le voyage, c'est un peu l'école de la vie. En tout cas, on y croit beaucoup et on aime aussi beaucoup le rapport au van. Non pas qu'on ait fait le tour du monde en van, mais plutôt de se dire c'est un retour aux choses simples de la vie, à la sobriété, au fait de voyager juste avec un sac à dos, de prendre le temps de voir les choses. Et c'est toutes ces valeurs finalement qu'on essaie de faire transpirer dans les mini-mondes, de parler d'une manière de faire un peu différemment. Et du coup, le tour du monde en van est un super prétexte. Mais oui, la sobriété, vous en parlez, et puis on va en parler aussi ici, puisque vous nous présentiez vos jouets, notamment non-genrés. Pourquoi c'est important pour vous, ce sujet-là, non-genré, pour les jouets que vous inventez? Le jour 1, ce qui m'a motivé, c'est de créer une marque de jouets parce que je suis parti d'un chiffre, c'était 75 000 tonnes de déchets par an générés par l'industrie du jouet. Le chiffre a peut-être changé, c'était une source de l'ADEME il y a 4 ans maintenant. Et j'ai rencontré 200 parents et les parents m'ont dit c'est génial de vouloir faire mieux des jouets, mais ce qui serait génial aussi, c'est de raconter des histoires plus inspirantes. Et de là, on a imaginé notre petite famille de voyageurs qu'on a décliné à la fois en jouets, sauf qu'on a fait des jouets en plastique recyclé, fabriqués en Bretagne, orientés vers la seconde vie, etc. Et puis on a fait des magazines, des jeux de société, et on en parlera demain, des dessins animés, tout ça. Et donc pour nous, c'était super important d'avoir cette cohérence totale entre des histoires super inspirantes et donc des jouets super bien fabriqués et même, on pense, les jouets les mieux fabriqués au monde. Les jouets non genrés, Isabelle, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est le futur de jouets aujourd'hui? C'est le futur du jouet. Et puis, c'est important pour les jouets, c'est important pour plein de choses. Moi, tous les métiers que je présente, ils sont non genrés aussi, ou alors ils sont aux 2 genres. Et j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, quand on se projette, et c'est vrai pour un enfant qui joue, c'est vrai pour une personne qui cherche un emploi, qui envisage de changer de métier, si on se projette dans un genre donné, le médecin et l'infirmière, tout de suite, on casse quelque chose ou on codifie très fort quelque chose qui n'est pas forcément le reflet d'une réalité. C'est super important. Vous êtes d'accord avec ça, Quentin, avec ce que dit effectivement Isabelle, notre chroniqueuse? Parce que si on prend les études de Piaget, de Vygotsky et d'autres, les enfants se construisent par le jeu. C'est exactement ce que vous nous disiez. Ça signifie que le jouet, en fait, n'a rien d'anodin, que c'est aussi et surtout un outil de sociabilisation. J'ai cette conviction profonde. Nous, notre mission, effectivement, chez Mignon, en réalité, on fait du divertissement, mais moi, je crois beaucoup au divertissement qui éveille et qui inspire. Et effectivement, par le jeu, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est un ton. Moi aussi, je suis en plus papa d'une petite qui a bientôt 3 ans, donc évidemment, c'est des sujets qui me concernent aussi sur le plan perso. Mais nous, ce qu'on essaie de trouver à chaque fois, c'est le bon dosage. C'est-à-dire qu'on veut jamais être inquiétant ni moralisateur, évidemment, pour les enfants. On veut vraiment faire du divertissement, mais qu'en toile de fond, il n'y a vraiment que des histoires et que des sujets qui soient vraiment des sujets pour nous, qui sont des vraies préoccupations. Et il y a 2 grands thèmes chez les Mini-Mondes. Il y a l'ouverture d'esprit, dans lequel on englobe la tolérance, etc. Et le sujet, évidemment, de la simplicité, de la sobriété, qui est un sujet plus lié à l'environnement. Et donc, on essaie de regrouper ces 2 sujets qui, pour nous, sont les sujets les plus importants, mais toujours derrière du ludique, derrière une histoire, derrière du jeu. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est vraiment ce côté, on apprend sans avoir donné l'impression d'apprendre des choses aux enfants. Alors, vous n'arrêtez pas justement pour permettre à ces enfants d'apprendre. En ce début d'année notamment, vous avez organisé une grande chasse au trésor dans une dizaine de villes en France et en Belgique. Succès exceptionnel auprès de votre communauté de parents, très active d'ailleurs sur les réseaux sociaux. J'ai lu, Quentin, que c'était la plus grande chasse au trésor jamais imaginée pour les enfants et leurs parents. Est-ce que c'est vrai ? En fait, ce qui est assez drôle, en fait, l'histoire de nos petits héros, c'est Oscar et Sacha qui jouent à une grande chasse au trésor à travers le monde. C'est un jeu organisé par leur grand-père qui était un globe-trotter et qui veut leur faire découvrir le monde hors des sentiers battus par le jeu. Et donc, on a décliné en produit et maintenant, on décline de plus en plus sur de l'expérience. Par exemple, on a fait un petit dessin animé de 13 minutes sur une chasse au trésor et à la fin, on dit aux enfants, OK, vous avez l'appli des Mini-Mondes, vous allez pouvoir créer votre propre trésor maintenant et aller le cacher quelque part et d'autres enfants de la communauté vont pouvoir aller le chercher. Et donc, on réunit de plus en plus de familles maintenant sur ce grand jeu d'une chasse au trésor et pour nous, c'est toute la philosophie du projet, c'est-à-dire c'est un jeu simple, universel, avec 2 bouts de ficelle, on peut créer un trésor et on peut réunir des familles des 4 coins de la France aujourd'hui et demain, j'espère, du monde, sur ce jeu où finalement, un enfant à un point A va aller cacher et retrouver pour un enfant un point B. Et franchement, c'est ces valeurs vraiment universelles qui nous motivent. Donc en fait, la chasse au trésor, derrière ce jeu un peu ludique, pour nous, il y a un peu toutes nos valeurs qui transpirent. Et donc oui, on réunit maintenant des milliers de familles sur ce jeu. Et en vrai, j'espère qu'on peut en réunir beaucoup plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? C'est une première aussi pour vous, ça. Je trouve ça absolument génial. Et c'est vrai qu'en fait, quand on apprend par l'expérience ou quand on partage en fait de manière collective, même sans forcément se rencontrer, forcément, ça laisse une trace qui est plus importante. Moi, je trouve ça canon. Bien sûr. Alors, un dessin animé, c'est quand même sacrément différent de votre cœur d'activité. Quentin, pour vous, c'était quand même une suite logique?
Pour nous, c'est le prolongement effectivement naturel de l'aventure. Oscar et Sacha sont toujours nos deux petits héros. Historiquement, effectivement, on les suivait en magazine et en jouet. Maintenant, effectivement, on les suit dans du dessin animé. Après, pour moi, le dessin animé, la priorité, c'était de se dire, OK, aujourd'hui, il y a beaucoup de dessins animés pour les enfants, mais ma volonté, c'est pas d'hypnotiser les gamins des heures devant les écrans. Et donc, on voulait trouver un concept et une formule qui soit différente. Et c'est pour ça qu'on a imaginé un concept autour de 13 minutes d'écran, 2 heures dehors, qui est vraiment la chasse au trésor dans l'épisode, mais après où on dit directement aux gamins, on se refait pas un épisode, non, on va plutôt maintenant créer un trésor et aller le cacher. Donc voilà, c'est de prendre le sujet par contre différemment, toujours dans l'ADN minimum. Parce qu'effectivement, on pourrait vous demander, d'ailleurs ça a été parfois sur les réseaux sociaux, certains parents vous posaient la question en disant mais pourquoi développer un dessin animé lorsqu'on connaît les ravages des écrans sur les enfants? Mais vous avez développé un autre système pour permettre à chaque visionnage de vos dessins animés d'aller dehors, c'est ça? Exactement. Et franchement, je partageais ce constat et l'idée, j'avais vu un retour qui disait vous voulez mettre les enfants devant les écrans. Et exactement pas en fait. En réalité, non, on veut utiliser effectivement la puissance du contenu, un petit peu de dessin animé de temps en temps, qui fait maintenant partie du quotidien de la vie de l'enfant. Mais par contre, le dessin animé qui met en mouvement les familles. Et donc pour nous, ça c'est vraiment l'ultime différence. Un tout petit peu d'écran, mais par contre, après on enfile ses bottes et on va jouer dehors. En tout cas, c'est ce on croit énormément. Ça veut dire que vous avez toute une équipe de production maintenant à vos côtés, Quentin? Aujourd'hui, on travaille avec des studios partenaires. Nous, on a une équipe de talents graphistes, d'illustration, etc. pour donner vie à nos héros. Et après, on travaille avec un studio qui était aussi nantais, qui s'appelle l'Incroyable Studio, qui nous a aidés sur ce projet, parce qu'on n'a pas toutes les compétences en interne, c'est pas notre cœur de métier. Donc, on travaille avec des gens tout aussi motivés, impliqués que nous, qui ont envie aussi de faire des choses un peu différemment. Et le rendu au rendez-vous, on a fait quasiment 300 000 vues en une dizaine de jours. Donc, preuve que le public, je pense, attend ce genre de contenu alternatif, disons. Je vois Isabelle qui fait « Ah oui, quand même !» Ouais, 300 000 vues, c'est pas mal. Ah oui, quand même, effectivement, respect. Vous êtes experte de ces métiers de demain dont vous allez nous parler dans un instant. Est-ce que de plus en plus, Isabelle, les métiers ont du sens comme celui qu'exerce Quentin? Oui, de plus en plus. Aujourd'hui, en tout cas, quand on s'implique sur un métier, quand on décide de changer de métier ou de changer d'entreprise pour effectuer autre chose, l'un des premiers critères au moment du recrutement, c'est vraiment le sens, la mission. Donc c'est vrai que quand ça démarre dès le plus jeune âge, c'est chouette. Mais oui, c'est important pour les enfants aussi, effectivement. Alors Quentin, vous ne faites pas les choses à moitié. Dans la vraie vie, les enfants, vous nous l'avez dit, commencez à le dire, vont aussi pouvoir jouer à cette grande chasse au trésor. Ça fonctionne avec une application mobile, c'est ça? Oui, une application mobile, mais en réalité qui est très low-tech, puisqu'en fait, l'appli permet juste de dire « Ok, maintenant que ton trésor est prêt, je ne sais pas si j'ai créé un petit avion en papier, je le mets dans un pot en verre, je vais le cacher et j'utilise juste l'application mobile juste au moment de dire « J'ai caché l'objet » pour qu'il soit géolocalisé ou pour dire « J'ai trouvé l'objet ». Donc en réalité, l'application mobile est juste un support qui permet le jeu, mais sinon c'est un jeu qui est très low-tech. Qui est très sans écran. Et oui, ça vient d'être lancé, ça a quelques jours, donc c'est encore trop tôt pour dire que ce jeu est un phénomène, mais on commence à avoir des dizaines de trésors sur l'application. Tous les mercredis, les week-ends, on voit qu'il y a de plus en plus de trésors qui arrivent et qui disparaissent. Donc, il commence à se passer quelque chose. Il y a un embryon. Et 2024, en tout cas, pour nous, sera l'année de la chasse au trésor. Et on espère vraiment démocratiser ce jeu parce qu'on trouve que c'est vraiment fédérateur, accessible à tout le monde et c'est plein de bonnes valeurs. On sait de quoi faire de nos week-ends maintenant, Isabelle. Oui, c'est une très bonne idée. Moi, ça me fait penser aux chasses au Space Invader quand on est dans Paris, où en fait on marche et on peut scanner le Space Invader. Et enfin, moi, je le fais régulièrement et je trouve ça très sympa en fait de voir qui a fait ce Space Invader. Enfin, ça me fait vraiment penser à ce truc-là. C'est très vrai. On va continuer de toute façon à parler ensemble tous les trois de cette chasse au trésor dans la vraie vie, de vos dessins animés et puis plus généralement du monde du jouet qui est en révolution. Vous allez le voir. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud.
Here we go. Oh, look at him settle into it. Oh, buddy. Yes. My good man, to the market. This is amazing. Could we take a selfie together? Yes, you may. All right, awesome. Smile. Can I ask you what your name is? My name is Anna. My name is Alexa. Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en visioconférence, Quentin Horry, le cofondateur des Mini-Mondes. Quentin, si vous le voulez bien, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Isabelle Rouen, qui a une idée derrière la tech. Isabelle, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur, l'éthique au sein même de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait, Philippine, ça me tient à cœur et c'est important. Et puis avec le développement des IA génératives ChatGPT en tête, c'est un sujet qui est de plus en plus présent et de plus en plus prégnant. En fait, le métier d'éthicien ou l'éthicienne de l'intelligence artificielle, il est là pour cadrer en amont les algorithmes, pour que ce qui est proposé soit bien sûr statistiquement fiable, optimal, mais soit surtout socialement et éthiquement acceptable et compréhensible. Un exemple, le film iRobot que vous avez sans doute vu, qui date un petit peu, hein. Oui. Mais dans ce film-là, au tout début, en fait, le robot se retrouve à porter secours au moment d'un accident de voiture et il doit arbitrer entre deux vies humaines. Et il a été programmé pour sauver en fait la personne qui a le plus de chances de survie. Et en fait, du coup, il fait le choix de sauver un adulte, Will Smith en l'occurrence, et de laisser mourir malheureusement un enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'éthiquement, aujourd'hui, on n'accepte pas forcément. Bien sûr. Et puis c'est aussi quelque chose de très culturel. Ça se serait passé au Japon, quand on doit arbitrer, si on doit arbitrer entre deux vies humaines, ce qui est le truc le plus affreux à faire, hein, bien sûr. Oui. Et bien dans la culture japonaise, on sauvera peut-être plus souvent la personne la plus âgée qu'une vie d'enfant. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets éthiques qui se posent et qui vont se poser de plus en plus maintenant qu'on a des IA de plus en plus autonomes. Alors comment ça se passe justement ? Eh ben, il y a des besoins, des prérequis en fait, qui sont importants. Le premier, c'est que l'éthicien ou l'éthicienne de l'intelligence artificielle doit absolument être totalement indépendant. C'est un peu comme un juge en fait. Il doit vraiment pouvoir avoir une indépendance d'esprit, comme l'indépendance du magistrat. Son travail, ça va vraiment être d'empêcher le déploiement à grande échelle de biais cognitifs. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête sur quelque chose qui s'est passé dans un cabinet américain, un cabinet d'avocats. Et en fait, ils avaient développé une intelligence artificielle qui était là pour prédire des décisions du juge et pour permettre aux avocats et avocates de bâtir leur stratégie en fonction de la prédiction. Et c'était hyper fiable. Et puis à un moment, ils ont été un peu soulevé le capot de l'algorithme, si vous me permettez cette métaphore, et ils se sont rendus compte qu'il y avait deux données un peu bizarroïdes, très explicatives et très utiles, mais qui posaient question d'un point de vue éthique. Et qui étaient, je vous le donne en mille, l'heure du verdict et les résultats sportifs. Parce qu'en fait, un juge va avoir tendance à être plus clément après déjeuner qu'avant déjeuner, et va avoir tendance à être plus clément si l'équipe qu'il soutient a gagné. Donc c'est un biais qui est totalement inconscient. On ne met pas du tout en doute l'équité du juge, mais qui du coup se retrouvait dans l'algorithme et qui posait forcément moralement un peu problème. Et puis c'est un sujet qui est beaucoup abordé au niveau de la Commission européenne en ce moment avec l'arrivée de l'IA Act. Hein. Il y a des principes à respecter dans ces cas-là. Oui, il y en a 8 en fait des principes à respecter. Ça commence par la responsabilité, l'inclusion, la fiabilité bien sûr, l'impartialité dont on a parlé, la transparence, l'explicabilité, qu'on puisse reproduire ce qui a été fait, la confidentialité et enfin bien sûr tout ce qui est sécurité. Alors, est-ce qu'il y a des formations ou même des écoles peut-être pour se former à ce métier d'éthicien ou d'éthicienne à l'intelligence artificielle ? Il n'y en a pas tant que ça parce que le métier en fait est hyper récent. Pour la petite histoire, moi c'est un métier que j'ai documenté en 2019 et la première fois que je l'avais présenté dans une conférence qui était signée en langue des signes. J'étais très honorée et la personne qui traduisait ce que je disais était venue me voir avant en me disant alors quand on abordera ce métier-là, est-ce que vous me permettez d'épeler ? J'ai pas le mot en fait, tellement effectivement c'est nouveau. Et donc oui, pour répondre à votre question, il y a des formations, il y en a assez peu, souvent de niveau bac+3, bac+5, des formations en fait qui vont être liées, ça va être des modules optionnels de cursus d'informatique ou de data science. C'est un petit peu abordé en formation de droit aussi, et vous avez des avocats qui commencent à se spécialiser là-dessus, mais c'est vraiment très très récent. Les métiers du futur à découvrir
notamment sur School TV avec Isabelle Rouen. Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique. Et puis nous, on lance ensemble la deuxième partie du talk tout de suite. Le secteur du jouet est en pleine révolution et regorge de projets et de belles idées. À ce titre, un exemple avec nous aujourd'hui. En visioconférence, Quentin Horry, le cofondateur des Mini-Mondes. Les Mini-Mondes, c'est évidemment une marque de jouets très connue, Quentin, on l'a dit, de la part des familles et des enfants. C'est aussi, vous l'avez dit, une marque de jouets responsable qui va bien au-delà pour respecter l'environnement. Vous destinez notamment 1% de vos bénéfices à faire voyager des enfants qui ne partent jamais en vacances, c'est ça ? Ouais, on a essayé de décomposer, en fait, l'enjeu du jouet, c'est de décomposer toute la chaîne de valeur et d'essayer à tous les niveaux de faire mieux. Et donc, il y a quelques étapes clés en amont, effectivement, la matière. Donc, il y avait un peu cette opposition entre le bois et le plastique. Le bois, c'est peut-être mieux pour certains, mais pas toujours. Et en plus, pour les enfants, c'est moins fun. Le plastique, on connaît l'impact du plastique. Et donc, nous, on a fait des jouets entièrement en plastique recyclé. En plus, après, il y avait l'enjeu de la fabrication. Où est-ce qu'on fabrique des jeux? Et nous, on le fait en Bretagne, à la forêt Fouesnant, dans le Finistère, donc le plus près possible de nos bureaux nantais. Et puis après, il y avait un ensemble d'actions qu'on pouvait faire effectivement pour essayer de changer les choses, de la redistribution, aussi par exemple de réutiliser du packaging. On essaie de faire des packaging minimalistes. Par exemple, le van, c'est un packaging minimaliste avec une boîte en carton qui se transforme en garage de van. Enfin voilà, on a vraiment essayé de décomposer toutes les étapes pour faire le jouet le mieux fabriqué possible. C'est difficile de fabriquer en France ces jouets, Quentin ? C'est difficile. Oui, c'est difficile. Ce qui n'est pas difficile, c'est de trouver des acteurs, notamment des industriels, qui ont envie de faire mieux, de changer les choses et qui sont très ouverts et très alertes sur le fait de faire confiance à des nouveaux entrepreneurs. Par contre, ce qui est difficile, c'est à la fois les barrières à l'entrée, parce que c'est des investissements qui sont lourds, etc. Et ce qui est difficile après, c'est de tenir un prix de vente qui soit abordable pour les consommateurs. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de faire du jouet. Le coffret van, pour prendre un exemple concret, on était obligé de le vendre quasiment en direct sur notre site, parce que si on avait un intermédiaire, un distributeur, il serait vendu du coup 2 fois le prix et c'est impossible de vendre un coffret van à plus de 100 €. Donc ce qui est difficile en fait, c'est de respecter l'équilibre entre un jouet super bien fabriqué mais un prix de vente qui soit raisonnable, et c'est là où c'est difficile. Et la seule réponse pour nous a été le fait de le vendre en direct sur notre site internet. Isabelle, vous rencontrez effectivement des porteurs de projets, des entrepreneurs, des gens qui exercent ces métiers du futur. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans les rencontres que vous faites avec eux? Justement, on parlait de ces métiers de sens. Est-ce que c'est compliqué aussi de le faire en France? Alors ça peut être compliqué, et moi je suis très admirative de ce qui est fait là par les Mini-Mondes, parce qu'en fait ça remet de l'emploi dans les territoires. On a un sujet aujourd'hui en France de désindustrialisation. Pardon, on est à peine à 7% aujourd'hui des métiers dans le secondaire et l'industrie en France. C'est 20% du PIB en Allemagne, c'est 7% en France. Ah oui. Donc en fait ça explique entre autres une partie du déficit commercial de la France, et donc le fait de remettre de l'emploi industriel dans les territoires, à la forêt Fouesnant et partout ailleurs, c'est très très important. Ça amène vraiment du plus pour tout le monde. On a besoin de plus d'entreprises comme les vôtres, Quentin. En 2022, vous avez décidé d'aller encore plus loin dans cette démarche en favorisant, vous le disiez, la seconde vie de vos jouets. Si mon enfant a grandi et qu'il ne joue plus, malheureusement, avec son jouet Les Mini-Mondes, je peux vous le renvoyer, vous le recycler, c'est ça ? Ouais, exact. En fait, il y a deux sujets. Si on a des partenaires en fait sur la seconde vie, et donc en fait on permet aux gens de nous renvoyer les jouets, de récupérer du coup un bon d'achat sur le site des Mini-Mondes. Effectivement, nos partenaires après revendent le jouet en seconde vie. Donc il y a toute la filiale seconde vie, et après il y a toute la partie recycler les déchets, c'est-à-dire par exemple des pièces défectueuses, etc. que nous on récupère à l'usine et qu'on rebroie pour en refaire d'autres pièces. Donc oui, effectivement, on a essayé de pousser le curseur assez loin. Après, la réalité, nous, c'est qu'on est un tout petit acteur dans cet océan du monde du jouet. Ce qu'on essaye modestement de faire, c'est d'essayer de montrer qu'on peut faire les choses différemment, que les consommateurs, en plus, sont au rendez-vous et sont preneurs de ces choses-là. Après, effectivement, le changement, maintenant, à l'échelle, il passera évidemment par des plus gros acteurs. Nous, on essaye vraiment, en tout cas, d'insuffler une ère de changement et de montrer qu'il y a des manières différentes de faire. En tout cas, c'est ça quand on est convaincu de notre côté. Le changement, Quentin, je voulais aussi vous en parler, puisqu'effectivement, pour protéger l'environnement, la Commission européenne a adopté des mesures visant à limiter les microplastiques ajoutés dans les produits. On parle là de paillettes, de micro-perles ou encore de peintures brillantes qui ne pourront plus être vendues. De nombreux secteurs d'activité sont évidemment impactés par cette mesure, les cosmétiques et certains produits ménagers entre autres, mais aussi évidemment les jouets, avec quand même un objectif sacrément positif, réduire la pollution de microplastiques de 30% d'ici à 2030. Est-ce que le changement, c'est là aussi, ça va dans la loi, notamment là, au niveau européen?
Oui, je pense, enfin, sûrement, je pense qu'effectivement, ça peut venir de là. Moi, je crois aussi, à mon échelle, les sujets que je maîtrise mieux, c'est l'entrepreneuriat. Et effectivement, moi, je crois beaucoup au fait que nous, entrepreneurs, en tout cas, on peut insuffler cette envie de changement. Mais effectivement, entrepreneuriat, politique, tout ça, tant que ça va dans le bon sens, c'est chouette. Vous pensez que le changement, il vient plutôt d'en bas? Je sais. C'est compliqué pour moi d'avoir un avis sur cette question, mais ce que j'aime bien, en tout cas, moi j'ai un avis sur nous, ce qui nous concerne, parce qu'on est entouré d'entrepreneurs, d'autant plus sur Nantes, il y a un bassin très, très fertile d'entrepreneurs à impact, avec des gens qui sincèrement ont envie de bien faire et qui, je pense, en tout cas, bousculent un peu avec ce rôle de trublion, bousculent un peu des industries existantes. Donc, en tout cas, de ce que je connais comme sujet qui est l'entrepreneuriat, oui, je pense qu'on insuffle quelque chose. Je pense que nos initiatives, je le vois souvent, elles sont aussi connues, spotées par les acteurs de l'industrie qui, je pense, s'en inspirent un petit peu. Donc, en tout cas, oui, je pense que le changement, en tout cas, on peut nous l'incarner et l'insuffler, ouais. Vous partagez cet avis, Isabelle? Complètement. Et puis le bon mot, effectivement, il vient d'être prononcé, c'est l'impact. En fait, si on veut faire changer les pratiques, il faut avoir de l'impact. Et c'est chouette quand ça passe par le monde de l'entreprise, que ce soit par les entreprises sociales et solidaires, que ce soit par les entreprises qui ont un modèle économique basé sur l'impact. C'est un des moyens aussi de faire bouger nos sociétés et les lignes. On est à quelques jours de Noël. On va faire bouger les lignes et puis on va faire aussi bouger les listes de Noël au Père Noël, puisqu'il y a des habitudes qui ne se perdent pas. Parmi elles, la liste au Père Noël. Quelles sont les grandes tendances qui pourraient bien se retrouver dans la hotte de ce Père Noël, justement? Quels sont vos produits phares, Quentin? Les mini-mondes, historiquement, ce qui cartonne chez nous, c'est vraiment le magazine. Au mini-monde, on a 45 000 familles qui le reçoivent tous les mois chez eux. Donc, c'est énorme. Tous les mois, nos petits héros arrivent dans un nouveau pays du monde qu'on fait découvrir avec une immersion en histoire, en jeu, en recettes, qu'on fait découvrir aux enfants. Donc ça, le magazine, en tout cas, chez nous, c'est le produit phare. Après, on fait des livres, des jeux de société, tout ça. Mais en tout cas, beaucoup d'éditions. Ça, je pense que c'est un vrai retour. C'est quelque chose qui marchera toujours bien. Et voilà. C'est un secteur qui va bien aujourd'hui, le secteur du jouet en France, parce qu'on sait qu'il a été quand même assez mouvementé. La Grande Récré a été sauvée par Jouet Club. Il y a de plus en plus de ventes aussi sur Internet. Le dépôt de bilan de Toys R Us. D'autres petites start-up aussi qui ont un peu de mal à creuser dans le marché. Quel est votre point de vue là-dessus ? Je pense pas que ce soit un secteur qui aille très très bien. Après, je pense que à notre échelle, modestement, on reste une petite boîte, on est une quinzaine sur Nantes. Je pense qu'à notre échelle, nous, c'est plutôt d'essayer d'aller challenger un petit peu, de prendre des parts de marché modestement à des gros acteurs parce qu'on est une alternative justement à ce qui existe. Donc je pense que pour nous, le sujet est un peu différent. Finalement, il y a de la place, en tout cas à notre échelle, pour continuer de grandir. On n'a pas la même ambition que les géants de l'industrie. Donc pour nous, en tout cas, je pense qu'il y a encore vraiment de la place parce que je pense qu'il y a de plus en plus de familles qui sont de plus en plus sensibles à tous les sujets qu'on défend. Et donc en ce sens, je pense que la croissance pour nous, elle passe par là, elle passe par le fait que de plus en plus de familles soient sensibilisées à ces problématiques et du coup, par un acte d'achat, tout simplement, soutiennent nos initiatives et soutiennent le changement. Donc j'ai envie de dire, nous, je pense que malgré la tendance du marché qui est peut-être un peu plus négative, moi, je pense qu'à l'inverse, nous, on a un boulevard pour continuer de grandir. En tout cas, c'est ce que j'espère et ce que je nous souhaite. Merci beaucoup, en tout cas, Quentin. J'espère que Noël vient de passer, que effectivement le Père Noël apportera énormément de jouets, les mini-mondes dans sa hotte pour tous les enfants. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On a été ravis de vous recevoir. On rappelle que vos jouets sont fabriqués en France avec une vraie conscience écologique et pédagogique, des jouets, des activités en plein air et désormais, c'est important à souligner aussi, le dessin animé qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est ça, Quentin? Exactement. Et voilà, on ne les arrête plus. Merci beaucoup. En tout cas, Quentin Horry, cofondateur des Mini-Mondes, d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, Isabelle Rouan, d'avoir été là en plateau dans l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.